l'heure du débat et nous savons que ce débat, vous l'attendez justement avec impatience. Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes que vous aurez le plaisir et le privilège de présenter tout à l'heure aux téléspectateurs de DBS Matin. Je salue particulièrement tous les fan clubs de cette tribune matinale qui consacre justement les réflexions, les commentaires, les analyses de l'actualité. Mon coup de gueule de ce matin, bien évidemment, nous avons les associations de défense des droits des consommateurs, nous avons les associations de défense des droits de l'homme, mais en tant qu'il y ait des associations, n'est-ce pas, qui s'occupent des enquêtes, notamment en ce qui concerne les erreurs judiciaires et en ce qui concerne les erreurs médicales. Parce qu'il y a beaucoup trop de victimes d'erreurs judiciaires et d'erreurs médicales. J'en connais, j'en sais quelque chose. Donc, pourquoi est-ce que ce filon n'intéresse pas tant la plupart des organisations de la société civile qui ont pignon sur rue, que ce soit au Cameroun ou ailleurs? Peut-être parce qu'il s'agit d'un filon qui n'est pas porteur, en tout cas, qui ne rapporte pas de l'argent. Dans tous les cas, il y a autant de victimes d'erreurs judiciaires que d'erreurs médicales. Merci en tout cas pour votre coup de gueule ce matin. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour mon cher Jocelyn Ngos. Bonjour à mon ami Albert Anatola ici. Quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à débattre, bon bout de temps, à cause de la pertinence de cette intervention. Je te laisse le droit de présenter mon autre co-panéliste. Qui est plus qu'un frère. Qui est plus qu'un frère, hein? C'est Bertrand Tachinda, voilà. Il faut le dire. Donc je ne ferai pas un coup de gueule, mais je ferai juste une interpellation. C'est ce que tout le monde observe. Le scénario catastrophe qui avait été annoncé en grande pompe en ce qui concerne la rentrée scolaire décidée par le gouvernement et le chef de l'État n'a pas lieu jusqu'à présent. Il est important de rappeler ça. C'est quand même un drôle de pays où une bonne partie de l'opinion, une bonne partie des animateurs sociopolitiques convoquent jour et nuit le chaos dans leur propre pays. La mort généralisée dans leur propre pays. On ne sait pas pour quel objectif. Parce que la volonté de prendre le pouvoir ou l'obsession d'une alternance pour l'alternance à la tête de l'État ne nous autorise pas à miser sur la destruction du pays. C'est quand même grave. Mais je voudrais simplement, il faut toujours qu'il y ait des personnes qui interprètent pour dire que voilà, vos plans ne marchent pas. Vos plans ne marchent pas. Ça devrait faire réfléchir. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit concernant cette rentrée? Que non, le président du Cameroun envoie les gens à la mort, exprès. On va aller mourir. Les gens vont aller mourir. Les gens, c'est la mort programmée. Eh bien, Jocelyn, il n'y a pas de scénario catastrophe. Ça ressemble aux affaires de l'OMS et de l'ONU, organisations criminelles qui ont misé leur avenir sur la catastrophe programmée en Afrique à travers le Covid-19. Il n'y a pas eu ça. Pareil au Cameroun, il n'y a pas eu ça. Donc nous continuons à demander aux Camerounais d'avoir foi dans la vie. Nous allons vaincre le Covid. On l'a même déjà pratiquement vaincu. Et notre pays va continuer sa marche vers le succès de sa vocation, famille et nation. Parmi les grandes nations d'ailleurs du monde, et on sait pertinemment que le Cameroun fait partie des grandes nations du monde. Voilà pourquoi il y a toujours les ennemis. Quelqu'un le disait d'ailleurs tantôt sur ce plateau, qu'on ne jette la pierre que sur un arbre qui porte des fruits. Et le Cameroun porte des fruits, alors il faut lui jeter la pierre de temps en temps. Bertrand Tachinda, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, je suis très content d'être là. Je suis très content d'être là avec le président Badakani. Ça fait longtemps qu'on a pu partager un plateau ensemble. Monsieur Anatola ici, on a souvent l'occasion de faire les matinales ici. Ce qui va retenir rapidement mon attention, c'est la nomination hier des directeurs des écoles supérieures polytechniques. C'est-à-dire que quand des gens ne veulent pas lire certains actes et projeter ces actes dans l'avenir, et pour ces écoles nationales supérieures polytechniques aujourd'hui, ont des filières hautement stratégiques. C'est-à-dire que exploration pétrole, mine, gaz. Vous savez que pour intégrer une école de mine en France, il vous expliquait qu'il faut avoir eu 20 de moyenne depuis la maternelle.
Or, la quasi-totalité des grandes entreprises publiques en France sont gérées justement par ceux qui ont eu 20 de moyenne depuis la maternelle en France. Et ces sociétés publiques sont dans une faillite terrible. Terrible. C'est la gabégie totale. C'est-à-dire, sur un ratio de 100 personnes qui doivent travailler, on y trouve 400 personnes. On se demande aussi si là-bas les directeurs généraux prennent épouses, copines, coquins, copains, etc. Donc, nous saluons ça. Douala a son école supérieure polytechnique, Maroua a son école supérieure polytechnique, Yaoundé a son école supérieure polytechnique, dont le Cameroun devient aujourd'hui véritablement une industrie à produire des ingénieurs de haute pointe, de très haut niveau. Ça rassure donc sur, comment je vais dire, que la ressource humaine qui aura la capacité à gérer, comment je vais dire, notre patrimoine commun qui sont nos mines. C'est très intéressant. Je vais plus loin. J'emboîte le pas au président Bandakani en disant qu'il n'y a pas eu de mort. Il n'y pourra pas d'année blanche. Parce que c'est là où les gens attendaient le gouvernement. Aujourd'hui, se sont plaints. On envoie les enfants à la mort. S'il y avait une année blanche, ils auraient demandé aux Camerounais de sortir, d'envahir les rues, d'envahir le Cameroun. Mais qu'est-ce qui peut pousser des gens, par tous les moyens, à tous les prix, à vouloir faire exploser le Cameroun pour arriver au pouvoir? Je ne veux pas embrayer sur cette histoire de gré à gré qui sort tout droit, comment je vais dire, des rêveries et de l'imaginaire d'un individu. Ce n'est pas important. Tout le monde sait qu'il y a un correctif budgétaire. On peut même déjà donner le montant de la réduction du budget. Le budget a été réduit en grande partie de 500 milliards. Tout le monde le sait. Et quand vous avez une loi de correctif, quand vous avez un correctif budgétaire, quand vous avez, comment je vais dire, une réadaptation de la loi de finances, ben, la représentation nationale se prononce. Tout le monde le sait, que voilà l'objectif en quelque sorte de cette... Bon, les gens fantasment sur une histoire de gré à gré. Le président l'a déjà dit. Il s'est prononcé dessus en 2004. Il n'a pas attendu qu'un ancien ministre devenu aujourd'hui opposant irréductible arrive avec ses histoires. Il s'est prononcé sur la succession au Cameroun et dit que le Cameroun ne peut pas faire, ne peut pas traverser tous ces écueils, construire sa démocratie pour véritablement, comment je vais dire, que rentrer encore en arrière dans une sorte de monarchie. Les constitutions du Cameroun est claire et prévoit la dévolution de pouvoir. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Merci également pour vous, messieurs, pour tous vos coups de gueule. Hein. Le bébé se porte bien. Le bébé se porte bien. Ça, il faut également le dire, que le bébé se porte bien. Messieurs, je vous dis merci pour tous ces coups de gueule. Ça permet également à nos téléspectateurs d'être au courant de plusieurs informations. Messieurs, nous allons parler justement de ce dossier qui sera ouvert, le dossier du Rwanda, 25 ans après le génocide. Que savons-nous réellement justement du génocide de 1994 ? Plus de 25 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, le rôle de la France reste une source de polémique dans le pays. Aujourd'hui encore, de nombreux documents demeurent interdits au public, compliquant le travail des chercheurs et empêchant un débat serein. Mais cette situation pourrait changer. La rapporteuse publique du Conseil d'État français, Anne Hilditch, s'est prononcée en faveur du chercheur et auteur François Graner, membre de l'association Survie, qui demande depuis 5 ans l'ouverture des archives de l'Élysée sur le Rwanda. L'association Survie souhaite accéder à 11 dossiers sur les sujets comme l'attentat du 6 avril 1994, qui verra bien sûr la mort de Juvénal Habyarimana, qui était justement le président du Rwanda à cette époque. La préparation de l'opération turquoise autour du 15 juin 1994. La rescapée du Bicicero que l'armée française a abandonné aux tueurs entre le 27 et le 30 juin 1994. Ou encore la fuite au Zaïre du gouvernement du génocide autour du 17 juin 1994. L'association déclare « On ne cherche pas de scoop, ce qu'on veut, c'est de comprendre ce que les décideurs politiques de l'époque savaient, à savoir François Mitterrand et ses conseillers. Comprendre quelles informations ils avaient quand ils ont pris les décisions qui ont été contestées depuis belle lurette et qui impliquent la France pendant, avant et après le génocide des Tutsis en 1994. Ces documents leur ont été refusés, malgré la promesse de François Hollande en 2015 d'ouvrir les archives aux chercheurs avant la fin de l'année 1996. En 2019, Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture des archives françaises concernant le Rwanda entre 1990 et 1994.
mais seulement à une commission d'historiens choisie par le gouvernement français. La grande interrogation pour survie cette association, pourquoi seulement à cette commission d'historiens choisie par le gouvernement français? L'ONU estime qu'environ 800 000 Rwandais, en majorité des Tutsis, ont perdu la vie durant 3 mois. On parle bien sûr de ce génocide en 1994. Et le Rwanda estime, lui, que c'est environ 1 200 000 Rwandais qui ont perdu la vie en 100 jours lors de ces génocides. Et nous nous interrogeons justement ce matin, 25 ans après ce génocide, que savons-nous réellement de ce qui s'est passé? 1 200 000 personnes ont perdu la vie en 100 jours. Seulement en 100 jours, abandonnés par les Nations Unies, abandonnés par les Français, abandonnés par la communauté internationale, eux qui à un moment donné avaient justement allumé la mèche. Président Bandakani, votre réaction? Vous revenez sur un drame, pour ne pas dire mieux, qui atteste une fois de plus que nous sommes dans un monde extraordinaire. Je mesure mes mots, hein. Je ne trouve pas faute de mieux. Il m'est arrivé à des occasions de m'interroger sur le fait qu'il y aurait encore des hommes sur la terre. Parce qu'il y a des choses, quand ça se passe dans un environnement, dans des matrices où on estime que ceux qui les occupent sont civilisés, vous vous demandez, mais avons-nous affaire à des formes humaines ou à des hommes réellement? Des gens organisent un crime. C'est eux qui jugent les victimes du crime. C'est eux qui racontent l'histoire du crime. C'est eux qui mettent en scène les différentes séquences de constitution et de reconstitution, n'est-ce pas, des différentes phases du crime. C'est eux qui disent qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai concernant justement cela. On est dans quel monde? C'est ça le génocide du Rwanda, comme d'autres génocides qui ont été organisés dans ce monde-ci par les puissances occidentales. Donc, tout le monde sait que le génocide du Rwanda, c'est quoi? C'est l'organisation d'un crime absolu. Parce que quand on va dire génocide, c'est même réducteur. Crime absolu, c'est-à-dire on a organisé et planifié la mort de millions de Rwandais pour des buts politiques établis, pour des buts occultes établis, je voudrais dire de satanisme. Le Dieu de ces gens-là voulait du sang. Il faut commencer à parler des choses crues. Voulait du sang. Donc, pour de l'argent, pour des raisons géopolitiques que tout le monde connaît. Raisons géopolitiques, la politique des Grands Lacs, mise en œuvre essentiellement par les Américains, mais où il y a une asse géopolitique qui s'est créée parce que les Français avaient leurs intérêts, les Chinois sont entrés en scène, tout ça, difficile à gérer. Et pour concilier tout ça, il fallait tuer 1 200 000, plus le chiffre officiel du Rwanda, 1 200 000 personnes. Il fallait les tuer pour la politique des Grands Lacs, qui est le projet américain pour contrôler toute l'Afrique subsaharienne, contrairement à ce que les gens pensent. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire du Congo, de la Congo-Brazza, du Congo-Brazza. Non, c'est pour contrôler toute l'Afrique subsaharienne. Et la politique des Grands Lacs s'inscrit dans le vieux pacte qu'il y a eu en 1885 à Berlin, où un certain monsieur, qu'on appelle le roi de la Belgique, Roi Léopold II, a décidé que le Zaïre, c'est sa chose. C'est sa chose, ça lui appartient. C'est-à-dire que Dieu lui a dit que le Zaïre lui appartient. Il est venu prendre. Comme c'était très gros pour lui à gérer, il a dit, si je veux gérer l'affaire-ci, il faut que j'associe d'autres criminels comme moi, d'autres bandits. Il a dû appeler les Américains, tous les pays occidentaux. Ils ont créé une association, l'Association internationale du Congo, AIC, à l'époque. Et écoutez bien ce que je viens de vous dire. À ce moment-là, quelques années après, on décide que le Congo est indépendant. C'est un pays indépendant. Mais appartenant à Léopold II. Il y a là quelque chose, il y a là un précédent juridique terrible en matière de souveraineté d'un pays. C'est-à-dire que le Congo est déclaré indépendant
mais c'est la propriété de Léopold II. L'indépendance du Congo qui arrive dans les années 60, c'est autre chose, hein. Il faut comprendre. Ça n'a jamais remis en cause la première indépendance. Qui fait donc que le Zaïre est la propriété de ces gens-là. Et quand on parle de ces pays, on a parlé des multinationales qui se sont accaparées de ces ressources rares qu'on connaît, la bauxite, l'or, le diamant, bref, cobalt, tout ce que le Zaïre a d'extraordinaire. Vous savez que le Zaïre, c'est un scandale géologique. Un scandale géologique. De richesse. Donc, vous comprenez donc que lorsque les lois de la compétition capitaliste se mettent ensemble et que le profit commence à se raréfier, les multinationales ont pour démarche de créer les marchés. On appelle ça créer les marchés. Alors, on crée les marchés comment? Lorsque les lois naturelles du marché, c'est-à-dire les lois normales, à savoir la compétition économique normale, entre guillemets, n'est plus féconde, mais on crée, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre qu'on ouvre les marchés. C'est pas la guerre qu'on redistribue les hiérarchies capitalistes, n'est-ce pas, qui sont en lutte pour l'accaparement du profit. Donc, il fallait à tout pour le faire là-bas, au niveau des Grands Lacs. Toutes les puissances économiques qui s'enrichissent dans le diamant, qui s'enrichissent dans les matières premières, et qui anticipaient déjà sur l'avènement du portable, le marché des téléphones, tout ça et consorts, et justement ont anticipé, n'est-ce pas, en organisant la redistribution des cartes au niveau des Grands Lacs. Sans compter ce que je vous ai dit sur le plan géopolitique, sans compter les intérêts religieux, le lobby catholique, consort. Et comme je vous ai dit, le sang que réclamait leur père qui est Satan, le sang. Il faut verser énormément de sang pour asseoir sa puissance. C'est ça le génocide rwandais. Alors maintenant, ça a permis de ramasser Mobutu, tout le monde connaît, je ne vais pas revenir là-dessus. Le président Mobutu est tombé, n'est-ce pas, à cause de ça. Monsieur Bill Richardson est allé lui dire que dès demain, là, tu ne quittes pas le pouvoir, ton corps sera traîné à Kinshasa. Mobutu lui a dit, mais donc aujourd'hui, maintenant, vous êtes contre moi. Bon, en tout cas, j'attends. Et on a vu que son corps, il était traîné à Kinshasa. S'il traînait encore 2 minutes là-bas, à l'aéroport, dans son village, on l'attrapait, on traînait son corps. Ça avait déjà changé. On a placé Kagame au pouvoir. À l'époque, il était en alliance avec le président ougandais. On l'a placé au pouvoir. Et cette dynamique-là, la France ne trouvait pas son compte. La France ne trouvait pas son compte. Donc, le choc donc créé entre les dynamiques américaines pour reconfigurer tous les Grands Lacs au profit de leur multinationale, la France n'était pas préparée à suivre le rythme. Quelque part, dans le deal, il y a eu des petits couacs comme d'habitude. Et la France, à sa manière, a décidé de réagir en soutenant aveuglement M. Abiyarimana, en armant ce monsieur. On connaît la suite. C'est ça qui débouche sur le génocide. Le génocide. Et depuis ce moment-là, donc, il y a la bagarre de la mémoire. Je dis ceci, voici mon histoire du génocide. Les Américains disent, voici mon histoire du génocide. Le Rwanda dit, voici mon histoire du génocide. L'ONU dit, voici mon histoire du génocide. L'Union européenne dit, voici mon histoire du génocide. Entre ce chaos de la mémoire, on se perd. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Dans les derniers événements qui sont arrivés là, l'enjeu de la déclassification des archives en France. Des archives en France depuis hier. Il ne faut pas vous leurrer. L'enjeu est clair. Les gens rêvent. Même si on déclassifie là maintenant, il y a déjà un deal qui s'est passé entre M. Paul Kagame et la France. Ouvrez les yeux. Madame Louise Mukashiwabo, là, qui est à la francophonie. Muzikiwabo, oui. Elle est là-bas pourquoi? C'est pour vos beaux yeux. Il y a eu deal. Et le deal, c'est quoi? C'est qu'on va amputer, on va enlever dans cette affaire tout ce qui peut compromettre, n'est-ce pas, la France. Pour que la France elle-même cache ce qu'elle avait de compromettant contre le président Kagame. Voilà le deal. Et quand ce deal est déjà fait, vous expliquez que Macron vient vous dire que je vais ouvrir les archives, mais à condition que c'est moi qui choisisse les historiens. Une commission d'historiens. Bon, et lorsqu'il a dit, est-ce qu'il y a eu une réaction du Rwanda officielle? Non. Or, avant, dès que ça toussait en France, il y avait une sortie du gouvernement rwandais officiellement pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Vous voyez ce que nous on dit par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que depuis, il y ait quand même consensus entre le gouvernement du Rwanda et le gouvernement français sur la question? Allez me réfléchir. Donc, c'est cela mon premier jet. Vous n'allez pas comprendre cette affaire si vous n'intégrez pas cette dimension-là. Il y a beaucoup d'Africains qui croient qu'ils peuvent analyser des événements internationaux, le sort de leur pays, en explorant la géopolitique. Ça me fait rire. La géopolitique est au commencement, au milieu et à la fin. C'est la clé qui permet d'analyser les dynamiques internationales, les dynamiques de la confrontation entre les nations pour la suprématie mondiale. Oui. Vous enlevez ça, vous ne comprenez rien. Toute la vérité historique qu'on va dire maintenant sur le Rwanda, sur ce génocide, sera liée au deal non officiel qu'il y a eu entre la France et le Rwanda.
Bertrand Tatinda, on dit souvent que l'argent c'est le nerf de la guerre. Et les dossiers justement enfermés depuis très longtemps d'ailleurs par la France, d'après justement cette association Sirvi, implique la France avant, pendant et après le génocide de 1994. Après cette brillante démonstration du président Banda, moi je veux rajouter en disant que la France ne va jamais vous Classifier justement ces dossiers. Elle déclassifiera en quelque sorte des affaires qui atténuent en quelque sorte sa responsabilité. Mais pour moi, vous savez, on avait fait un débat ici de savoir effectivement si l'Africain était le problème de l'Afrique. Et moi, j'avais une réaction en expliquant que la colonisation, pour moi, sans doute était d'une sauvagerie et d'une cruauté peut-être au-dessus de la traite négrière. Moi, je suis de ceux qui le pensent. C'est ça qui va amener le génocide du Rwanda. 3 pays clés responsables à 100% de ce génocide. L'Allemagne, la Belgique, la France. En 1890, sur du gangstérisme, l'Allemagne signe le même traité qu'il signe le 14 juin 1884 avec le traité germano-douala. L'Allemagne le signe. Dans cette enclave qu'à l'époque ils appelaient le Rwanda-Urundi. Sur la base de quoi? Et tout le monde sait que la colonisation allemande a été d'une férocité à n'en plus finir. C'est-à-dire qu'un colon allemand lynchait un gardien de chien au prétexte qu'il soupçonnait que son chien a maigri. Il te battait à mort. Ils l'ont pratiqué au Cameroun, ils l'ont pratiqué en quelque sorte dans cette zone-là. Et dans cette gestion, c'est-à-dire dans cette sauvagerie suprême, eh bien, les Allemands vont s'appuyer sur l'arbitraire. Ils vont expliquer que dans cette enclave-là, tous ceux qui sont élancés ont un effet, une peau relativement claire, sont des aristocrates, dont l'Allemagne va décréter, entre guillemets, l'aristocratie des indigènes qu'ils vont appeler Tutsis au profit des Hutus. 1916, l'Allemagne est en train de perdre la guerre. Il faut en quelque sorte liquider les colonies de l'Allemagne. Parce qu'on a peur de quelque chose. L'Allemagne peut se ravitailler en termes de nutrition, en termes de ressources humaines, en termes de matières premières pour alimenter son industrie d'armement. Donc il faut liquider rapidement les colonies allemandes. Qui prend le relais? La Belgique. Et la Belgique va mener rapidement ce qu'on appelle une politique d'immatriculation. C'est-à-dire qu'elle va venir continuer la politique allemande en demandant en quelque sorte à tous ceux qui sont minces, grands, élancés, appelés Tutsis, en fait, de marcher avec un matricule exactement comme l'étoile jaune qu'on va mettre sur la poitrine des Juifs. C'est quoi? On ne prépare pas un génocide en trouvant que ceux qui sont trapus, qui sont très proches des Pygmées, oui, parce que les Pygmées vont occuper tout ce qu'on va appeler la grande CEAC, en quelque sorte, sont des voyous, des bandits, des idiots. Il ne faut même pas les envoyer à l'école. Eh bien, ils sont là pour servir, en fait, cette aristocratie indigène. Mais la Belgique va commettre encore une autre gaffe. C'est qu'elle va donner le pouvoir véritablement à cette à ces indigènes et à ces voyous en 1959, qui vont immédiatement vouloir se venger en quelque sorte des Tutsis. Vous voyez donc qu'on va utiliser la main des Africains pour commettre cette histoire. Mais qui sont ceux qui vont amener ça, qui vont contextualiser ça, qui vont préparer ce génocide? On en arrive véritablement avec M. Abremana qui arrive au pouvoir et qui est francophone, qui est francophile. La France estime qu'à partir de lui, c'est-à-dire qu'à partir de lui, elle peut faire projeter le rayonnement en quelque sorte de la France. Elle peut faire projeter la langue, la culture et bien entendu pouvoir traîner dans cet élan les entreprises françaises. La France commence à le armer. Un journaliste français, Antoine de Saint-Exupéry, le dit et le jure la main sur le cœur. Cette phrase de M. François Mitterrand, un génocide pour ces pays-là, c'est pas important. Il le jure. Il dit, je l'ai entendu de M. François Mitterrand. Tout le monde savait. Les notes le remontaient, les notes remontaient. Tout le monde le savait. Et le génocide arrive à partir de quoi? D'un accident banal. Parce qu'à côté au Burundi, eh bien c'est l'inverse. C'est-à-dire que là-bas, c'est plutôt les Hutus, les Hutus qui sont massacrés, mais pendant ce temps, on donne le pouvoir, en fait, que sorte aux Tutsis. Oui. Et on va arriver à une véritable confrontation d'avant-garde, en quelque sorte, au Burundi. On va mettre sur pied les accords d'Arusha, qui vont quand même calmer la situation, mais
ils ne pourront pas être appliqués en quelque sorte au Rwanda parce que la France et les États-Unis vont véritablement, comment dire, à rentrer dans une grande confrontation. Le pouvoir Hutu, en quelque sorte, au Rwanda, va mettre sur la route de l'exil un certain nombre de Tutsis qui vont se réfugier en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda et dans d'autres pays. Et Washington va décider de les utiliser, de les armer en quelque sorte pour un retour de force. Et à l'intérieur donc du camp dominant, c'est-à-dire que du camp qui gérait le pouvoir, des extrémistes vont entrer en ligne de compte, soutenus par la France. Vous savez que la France livre un certain voyou, on dit qu'on l'a arrêté à Asnières, mais il est en France depuis pratiquement 8 ans. Tout le monde le savait, soutenu par la France, en dépit du fait que tout le monde l'annonçait, soutenu et regardé par l'ONU. Je vous rappelle que ce génocide va avoir lieu, les troupes de l'ONU étaient au Rwanda. Hein? Mais pourquoi vous ne le dites pas? Oui, les troupes de l'ONU étaient au Rwanda, les troupes de l'ONU étaient là quand le génocide va avoir lieu. Mais ils sont restés muets. Absolument rien touché. Organisé. Je vais plus loin. Pendant le génocide, la France va mettre sur pied ce qu'on va appeler l'opération turquoise. Les troupes françaises étaient là. Et vous savez où va aller se positionner l'opération turquoise? L'opération turquoise va aller se positionner à l'est du Rwanda. Ça veut dire qu'il n'était pas possible de partir de Kigali et de partir du Rwanda, atteindre la RDC sans passer par la zone qui était contrôlée par l'opération turquoise. Mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai suivi encore, je réalisais encore il y a quelques jours, en quelque sorte, un repenti de l'opération turquoise, qui va dire que les premières notes que nous allons recevoir, instructions qui venaient de Paris, de François Mitterrand, parce qu'à cette époque aussi en France, grande confrontation politique. La France François Mitterrand et Jacques Chirac, oui. La France, non, Jacques Chirac gagne l'élection, mais c'est Édouard Balladur qui est Premier ministre. Oui. Et François Mitterrand est pratiquement en fin de vie le président de la République. Donc il y a une grande bataille. Donc ils se battent en quelque sorte pour contrôler en quelque sorte et faire imposer chacun sa politique dans cette histoire. Et ce militaire repenti explique qu'il reçoit instruction de François Lyotard, qui était ministre de la Défense de Balladur, de dire aider en quelque sorte à rétablir le pouvoir de M. Abrahimana, c'est-à-dire que soutenez les génocidaires, à la limite exfiltrez-les. La France va exfiltrer les génocidaires et va aller les caser en quelque sorte à l'est de la RDC. Et vous savez ce que ça va causer à l'est de la RDC. Le président Banda va l'expliquer tout à l'heure. Quand on regarde ça, qui est responsable du génocide? À la limite, ce sont les lampistes, effectivement. On va expliquer que des jeunes villageois, des idiots ont pris des machettes en quelque sorte. Mais ce n'est pas quelque chose de préparé. Voilà pourquoi nous faisons en quelque sorte rapidement, et je fais une petite incursion, pour dire que quand vous avez des problèmes comme on l'a au Cameroun et qu'on a vu des hommes politiques sérieux, dit-on sérieux, appelez l'ONU, appelez la France de venir résoudre les problèmes. Voilà quand ils viennent résoudre vos problèmes. Ils vont faire la même chose en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ils vont instrumentaliser la tribu. Oh, on veut tuer les Djoula, résultat des courses. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? C'était pareil en quelque sorte au Nigeria. Entre les Ibo, en quelque sorte, les Biafrais. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et nous disons ici au Cameroun, il faut faire attention quand certains hommes politiques instrumentalisent la tribu. Et c'est fait exprès. Et vous allez voir que toujours, derrière ces hommes politiques, se cachent en quelque sorte des hommes politiques français. C'est leur seule stratégie. Voilà comment la France, pour moi, en quelque sorte, en complicité avec la politique menée par l'Allemagne, en complicité avec la Belgique et l'Église catholique. Parce que l'Église catholique va faire pression sur le président François Mitterrand, M. Abrahimana étant un catholique convaincu, de le soutenir. Donc l'Église catholique va refuser même d'ouvrir ses couvents, en quelque sorte, pour pouvoir recueillir les Tutsis, dont l'Église catholique a une responsabilité terrible. Vous avez entendu Rome parler? Voilà cette histoire. Ça fait tellement mal, mais on a comme l'impression que jusqu'à aujourd'hui, cette histoire n'a toujours pas enseigné les Africains et qu'il est possible encore de reproduire un nouveau génocide en promettant le pouvoir et en jouant en quelque sorte sur des antagonistes tribal en quelque sorte et pouvoir véritablement amener l'Afrique dans cette histoire. Donc voilà pour moi véritablement, les acteurs sont relativement clairs, c'est-à-dire les repentis de l'opération turquoise le disent. Ils vont même plus loin. Ils disent que l'armée, c'est-à-dire que les forces armées rwandaises, les phares, étaient en quelque sorte soutenus et équipés à partir de la RDC. Ils ne se contentaient pas de venir faire une opération maquillée et relativement minable humanitaire, mais ils se contentaient aussi en quelque sorte de faire passer les armes. Surtout de faire passer les armes. Je rappelle que c'est un missile. Aujourd'hui, c'est une vérité
irréfutable que c'est un missile français qui a frappé justement qui abat relativement l'avion de Juvenal Abiyarimana. C'était le 6 avril 1994. Un livre a été écrit, justement par des soldats, je crois, un des anciens militaires oui. de préparation. Oui. Qui le démontre. Démontrer ça. Albert Anatola, ici, vous avez suivi les uns et les autres. Justement, l'attentat a eu lieu le 6 avril 1994. Un missile français, comme le disent d'ailleurs nos panélistes ce matin. On va également pas oublier que la préparation de l'opération turquoise autour du 15 juin 1994 est rescapée de Bicicero, que l'armée française a abandonné aux tueurs entre le 27 et le 30 juin 1994, ou encore la fuite, il faut le dire, du gouvernement génocidaire autour du 17 juin 1994. Voilà autant de dossiers que détiennent aujourd'hui les autorités françaises, mais que les uns et les autres, d'ailleurs nous le disons haut et fort, dossiers qui ne seront pas déclassifiés. Oui, disons que mes copanélistes ont évoqué certains faits historiques qui ont été des vecteurs de génocide rwandais. Mais il faut quand même noter que l'attentat contre l'avion du président Juvenal Abiyarimana n'a été que une étincelle qui a mis le feu aux poudres. Parce que initialement, il y avait déjà toutes les conditions en vue d'une explosion sociale étaient réunies. Tout à l'heure, Bandakani et le grand frère Tadjina ont évoqué certains aspects des éléments historiques. Mais il ne faut quand même pas oublier que l'Ouganda servait également de base arrière à certaines incursions des génocidaires, des tueurs, pour parler de manière prosaïque. Pour te rassurer, Kagame avait pour base arrière quel pays? L'Ouganda. L'Ouganda. Voilà. Maintenant, d'autres éléments qui ont été relativement mis en relief par Tachinda, mais pas suffisamment. Il faut quand même préciser que le colon, notamment la Belgique, a mis en place les vecteurs de suprémacisme, notamment du côté du groupe Tutsi, parce qu'il faut quand même préciser que le Rwanda est constitué de 3 tribus. Vous avez les Tutsis et les Hutus qui sont plus connus. Vous avez en relief les Tswa. Les Tswa, oui. Voilà. Donc, maintenant, donc, vous avez donc de côté les éléments de stigmatisation également, notamment au profit des Tutsis. C'est ça qui a mis également mis dans la tête des Hutus. Des Tutsis qui étaient des supérieurs aux autres, notamment les Hutus qui sont considérés comme étant des sauvages. Ça, il faut pas seulement les sauvages, mais surtout les personnes frivoles. Oui. Surtout les personnes frivoles. Et bien évidemment, lorsque vous réunissez ce cocktail-là, ça devient explosif à la longue. C'est d'autant que lors des accords d'Arusha en 1993, il était prévu une rotation de pouvoir, ce qui n'a pas été le cas. Donc, bien évidemment, l'étincelle a donc été ce fameux missile que vous évoquez qui a justement abattu l'avion présidentiel. Ceci étant, vous avez convoqué la responsabilité de l'ONU, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, mais vous n'avez pas convoqué la responsabilité de l'UA, de l'Union africaine. Parce que tout cela s'est passé quand même au nez et à la barbe de l'Union africaine. Parce que ce ne sont pas les autres qui doivent... Parce que c'est quand même paradoxal que une armée étrangère qui appartient à un pays étranger puisse investir un pays africain apparemment souverain pour commettre des génocides. Ça, et sans qu'un pays africain ne puisse s'en émouvoir. C'est quand même pas... Il n'y a que sur le continent africain qu'on puisse assister à ce genre de scénario. Alors, où était l'Union africaine? Je pense qu'il faut d'abord commencer par là. Le deuxième questionnement, c'est où était François Mitterrand lorsque cela se passait? Il était à l'Élysée, ne vous inquiétez pas. Il était à l'Élysée, oui. Mais son aviation était en train de commettre des crimes sur le territoire africain et principalement rwandais. Il y a quelques jours, il semble que l'un des financiers de ces génocides, notamment un certain Félicien Kabuka, a été arrêté en France. Mais attendez, j'ai envie de croire qu'il s'agit là d'une sorte de théâtralisation d'un problème sérieux. Ça veut dire que ça nous renvoie
au scénario ivoirien où vous avez plusieurs protagonistes en scène, mais on choisit d'arrêter certains protagonistes pour les embastiller et on les autres en liberté. Il y a un problème. Je pense que de ce point de vue, ça c'est une parenthèse. La Cour pénale internationale, je veux dire, son procureur doit pouvoir prendre ses responsabilités, justement, et demander à Paris de déclassifier, justement, ces archives scandaleuses et horribles pour qu'on puisse véritablement établir les responsabilités des uns et les autres et surtout qu'on puisse connaître véritablement, qu'on puisse coller les noms au visage des différents protagonistes. En tout cas, ce n'est pas leur objectif. Non, il est important et s'il ne peut pas le faire, il faut que l'Union africaine pour une fois le fasse. Ça c'est d'un. De deux, il est important également de préciser que au sein même de la société rwandaise, notamment d'abord entre les Hutus de l'Ouganda et ceux de l'intérieur du Rwanda, il y a également des conflits récurrents. C'est la même situation qui prévaut entre les Hutus du côté du Rwanda et du côté qui sont du côté de la RDC. Du Burundi également. Et du Burundi. Et très régulièrement, ils entretiennent des relations conflictuelles. Je pense donc que de ce point de vue, là également, la responsabilité de l'Union africaine est engagée. Du moins, pour ce qui concerne les organisations sous-régionales. Parce qu'on ne peut pas continuer. Sinon, 25 ans après, on n'aura pas réglé le problème. 25 ans après, lorsqu'on convoque, n'est-ce pas, l'implémentation des accords de Arusha, au regard de la configuration du gouvernement actuel au Rwanda, oui, ces accords ne sont pas respectés puisque le gouvernement actuel au Rwanda est majoritairement Tutsi. Donc, c'est pour vous dire que nous avons encore quelques relents qui peuvent être des vecteurs de ce conflit qui a connu des millions de morts. Ceci étant, je ne vais pas terminer. Allez-y. Ce qui m'amène à dire une chose. Il est fondamental que non seulement la Belgique, l'Allemagne et surtout les États-Unis et davantage la France, qui a joué un rôle majeur, et l'Église catholique accessoirement, puissent véritablement prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Pourquoi? Parce que il est inadmissible et inacceptable, j'allais dire scandaleux, qu'une telle situation, c'est-à-dire où on arme une tribu pour tuer une autre tribu et on se positionne en arbitre de la terreur. Il y a un gros problème. Il faut évacuer absolument ce contentieux-là. D'abord, le contentieux politique, le contentieux historique, parce que la colonisation a joué un rôle néfaste comme d'habitude dans ce pays, dans ce petit pays-là. La sortie du Rwanda, du moins de l'espace, qui a décidé de ne plus parler le français, de ne plus adopter le français comme langue officielle, pour moi, c'est un épiphénomène. Parce qu'il y a quand même, pardon, vous refusez d'adopter le français comme langue officielle, mais vous avez quand même un compatriote qui est membre, qui est responsable de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne tient pas? Donc je pense qu'il est important que la France, et qu'on met la pression à la France, de pouvoir déclassifier ces archives de l'horreur. Président Badakani, jusqu'à peu quand on a parlé des Tutsis, qui avaient été choisis d'ailleurs depuis les années 1800, comme étant d'ailleurs la tribu supérieure aux autres tribus civiles, les Hutus et les Tswa. Absolument rien changé après le génocide de 1994 qui a tué justement plus d'1 million de Tutsis. Il y a toujours un Tutsi au pouvoir et, il faut le dire également, il y a une majorité de Tutsis. Et pendant ce temps, les autres sont toujours aussi marginalisés. Je vous prie de ne pas reprendre à votre compte. Oui. Aussi le RFI. La pseudo-science raciste élaborée par les impérialistes occidentaux et qui est reprise par leurs valets africains. D'ailleurs, pour montrer le ridicule de ce schéma-là, vous allez voir que si au Rwanda, on a élaboré la théorie de la supériorité autour des Tutsis, oui, vous voyez l'inverse au Burundi. C'est le Hutu. Ça ne vous dit rien. Si c'est le même peuple qui doit être supérieur, comment il est supérieur au Rwanda et il est inférieur au Burundi?
Il faut que les Africains, quand on fait les débats, respectons nos débats. C'est justement pourquoi on vous pose la question, président. Non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous. Pardon. Il faut qu'on respecte le niveau de débat que nous faisons. Il ne faut pas répéter les choses comme ça n'a pas de sens, c'est du n'importe quoi. Maintenant, pour aller dans le fond de votre question, mon ami Anatole ici a dit, avec la pertinence qu'on lui connaît, un ensemble de choses. Mais je voudrais approfondir ce qu'il a dit en interpellant l'intelligibilité de ses propos à un certain niveau. Il y a un complexe qui circule ici en Afrique, on a injecté dans le continent africain, c'est que quand on fait un débat, et que tout discours qui dénonce, n'est-ce pas, le drame de l'Afrique, pour être crédible, doit indexer la responsabilité des Africains. À tout prix. Tout à fait. Faisons attention à cela. Je dis bien de faire attention à cela. Ça n'a aucun fondement. Et ça, c'est la géopolitique occidentale qui impose ça en Afrique. Que chaque fois qu'on fait un discours qui met en cause leur responsabilité, qui est établie, hein. Non. Est-ce que les Africains n'étaient pas complices? Mais ça veut dire quoi? Est-ce que si tu es complice, si je suis complice d'un bandit, sélectionner le bandit de sa principale responsabilité et du fait qu'il doit répondre de ses actes. Donc c'est dangereux et cela n'a même pas de sens. Je vais le démontrer. Vous avez entendu un seul jour vous dire que les Juifs avaient leur part de responsabilité dans ce qu'ils ont vécu par rapport à Hitler? Du tout. Bon, il y a des théories qui démontrent qu'ils n'étaient pas des saints. Vous ne pouvez pas, à cause de ça, vous pouvez oser le mettre en cause, la responsabilité de Hitler. Vous pouvez essayer de justifier ce que Hitler a fait en disant que non, il y avait des Juifs complices. On dit même que Hitler avait des origines juives, lui-même. Pourquoi? Il faut faire attention avec ça. Personne ne peut oser le dire. Et je suis d'accord qu'on ne le dise pas. On ne peut pas justifier les crimes de Hitler en convoquant sur la table, entre guillemets, la complicité de certains Juifs. On sait aujourd'hui qu'il y a des richissimes Juifs qui ont financé Hitler. On le sait. Mais est-ce que pourtant on va venir dire à un procès que vraiment Hitler, à cause des complicités des Juifs, vraiment, avait raison d'avoir fait le génocide des Juifs? Qui peut oser dire une énormité pareille? Mais pourquoi quand c'est l'Afrique, on veut toujours justifier, colorer la responsabilité occidentale en convoquant les Africains? Je n'étais pas en train de dire que ce qu'elle a dit n'est pas pertinent. Hein. Je fais un débat intellectuel. Sous le cas de l'Union africaine. Mais l'Union africaine, il ne faut pas demander à quelqu'un ce qui n'a pas vocation à donner, qui n'est même pas dans sa responsabilité. C'est quoi l'Union africaine? L'Union, c'est quoi? Donc vous croyez que l'Union africaine est en mesure de s'opposer à un projet de génocide sur le continent? Que l'Union africaine peut s'opposer à quelque chose qu'on veut faire sur le continent? L'Union africaine est payée par qui? Il faut rappeler ça. Hein? Tous ces fonctionnaires de l'Union africaine là, sont payés par qui? Les dépenses de l'Union africaine jusqu'à aujourd'hui sont pris au moins 65% à chaque 78%. Par qui? Par l'Union européenne. Mais bon sang. Alors, ça veut dire que si l'Union africaine finance, si l'Union européenne finance l'Union africaine à 78%, qui est responsable de l'Union africaine? Non. C'est l'Union européenne. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Arrêtons ça, de quoi est-ce qu'on parle? Il ne faut pas jouer ce jeu-là. Ne jouons pas ce jeu-là. Ce sont eux qui sont responsables. Moi, je ne peux pas financer un criminel. Je ne peux pas financer une organisation qui ne sert à rien à coût de millions, de milliards d'euros, mon cher ami. C'est parce que cette organisation est dans un rôle que je lui ai imposé. Voilà pourquoi je le paye à la fin du mois. Voilà pourquoi je finance ces pseudo-représentants, soi-disant élus. Parlement, par l'Afrique. L'Union africaine, c'est une coquille vide. Nous, on a toujours dit que nous, on s'en sert quand ça nous arrange. Donc, si elle peut jouer un rôle qui est bien, on s'en sert. Mais aucun Africain de sérieux ne compte sur l'Union africaine. C'est quoi ce machin-là? Aucun Africain. Donc, quand on a dit ça, on peut convoquer des cas. Prenez l'exemple de Mobutu. Qui ne connaît pas que Mobutu a été recruté par les Américains et les Belges pour tuer le Lumumba? Bon, lui-même il a reconnu ça. Lui-même il a reconnu. Parce qu'après, il a dit que non, Lumumba, c'est un héros. J'ai fait l'erreur. Qui ne connaît pas ça? Quand Mobutu a servi ces gens-là, il était reçu par Ronald Reagan. On l'appelait combattant de la liberté. Grand dirigeant interplanétaire, Mobutu, à l'époque. Mais quand les intérêts ont demandé que maintenant ça suffisait comme ça, et qu'il fallait qu'il parte, à qui on a fait retomber tout le déshonneur du Zaïre? C'est pas ce monsieur Mobutu? Et chez lui. N'est pas on a financé des films pour démontrer que Mobutu, roi du Zaïre, que tout ce qui a eu au Zaïre c'est Mobutu. Et les Africains ont cru à ça. Bon, maintenant, Mobutu est mort, ça fait combien d'années? De longues années. Ça va mieux. Le pays là s'est libéré. Comme c'était Mobutu le problème, il est parti, non?
les mêmes causes produisent les mêmes effets en RDC jusqu'aujourd'hui. Donc il faut qu'on soit sérieux. Je ne dis pas qu'il faut glorifier Mobutu. Il faut l'appeler par son chat. Non, un chat, c'est un chat. C'est un salopard sur le plan historique. Même comme je respecte sa mémoire, il est mort. On ne doit pas parler comme ça de mort. Mais sur le plan de l'histoire, Mobutu, aucun Africain de sérieux ne peut le prendre pour référence. Mais, de là maintenant, vous nous faire croire que c'est Mobutu qui a organisé toute la déchéance du Zaïre. Mais, comme si Mobutu était là, en 1985, quand M. Léopold II a dit que le Zaïre lui appartient. Et il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun document qui vous a dit que depuis l'indépendance, le Zaïre n'appartient plus à ces gens-là. Le monde va le répéter tous les jours. C'est pour ça qu'il était pour l'indépendance radicale, la vraie indépendance. Il rappelait tous les jours que oui, c'est une indépendance. Là, je reviens à la question de la souveraineté qu'il a convoquée si brillamment d'ailleurs. Les souverainetés formelles sont ce qu'elles sont, on connaît. Moumba bagarrait toute sa vie pour ça. Parce qu'il savait que l'indépendance qu'on avait donnée à l'époque là, qu'on appelait encore Association internationale Congo, que c'est ça qui est la vraie indépendance. Mais celle-là dit que le Zaïre appartient à Léopold et tout le gang qui l'entourait. Donc aujourd'hui, le garant de l'accord là, ça s'appelle États-Unis. Là, pourquoi tu comptes la RDC, on négocie la base des États-Unis. La Belgique, c'est sous-frifre, tout ça sont des sous-frifres. Le patron de cette affaire là, ce sont les États-Unis. Donc c'est très important. Il y a Bertrand Tatine l'a évoqué. Ce que j'appelle la création ethnique. C'est-à-dire le projet nazi qui a été implémenté dans les grands lacs. Parce que ça concerne tous les grands lacs. Surtout le Rwanda, le Burundi et la RDC. L'Ouganda, c'est un cas particulier, mais on pourra y revenir. Même comme lui aussi, il est dans le jeu. Donc, il faut rappeler que tout ce qui est Hutu, ce n'était pas une délimitation ethnique au départ. C'est une délimitation sociologique. Vous avez d'un côté les planteurs et d'un côté les éleveurs. C'est ça qui fait historiquement la différence entre ces deux peuples-là, s'il faut les appeler comme ça. Le génie maléfique belge a été de transformer cela en différence ethnique. Allez lire les livres d'histoire. Donc, il faut comprendre la création ethnique. Bon, maintenant, on ne va pas nier le fait que les Africains jouent ce jeu-là. Parce que ça sert leurs intérêts. Mais même ceux-là, ils ont le choix. C'est comme le débat sur l'esclavage. Vous avez une économie organisée qui marche bien. Des gens arrivent avec des fusils, des armes plus avancées que la vôtre, décident de tuer tout le monde et de prendre vos économies. Vous avez le choix. Soit vous mourrez comme martyr, soit vous collaborez. On ne venait pas faire comme si on ne peut pas comprendre qu'un homme, face à la mort, choisisse de faire le dos long. Celui qui décide d'être martyr, d'accord, il est plus grand, il est martyr. Mais vous condamnez celui qui dit que, bon, ok, j'ai en face de moi un plus fort pour le moment. Qu'est-ce que je fais? Je m'incline le temps de voir si demain, peut-être, ça va changer. Surtout que durant tout ça, vous avez des générations ininterrompues de résistants qui s'opposent à cet ordre-là. Vous pouvez venir dire maintenant, à la fin, magnifier la trahison au détriment de l'héroïsme de la résistance. Ça veut dire que vous faites un choix. Vous choisissez, c'est une façon déguisée de célébrer le bourreau. S'il n'y avait aucun résistant, on soulignerait alors ça. Mais que fait-on des millions d'Africains qui, depuis que l'Afrique est dans cette situation, meurent, donnent leur pour dire que nous n'acceptons pas ça? C'est cela qu'il faut valoriser. Pas valoriser les traîtres. Un traître, on le met dans la poubelle de l'histoire, on ne parle pas de lui. Donc, il y a ce que je voulais souligner. Les petits pays dans le Grand Lac, comme le Burundi, les petits pays entre guillemets, le Rwanda, l'Ouganda, ont été créés pour déstabiliser la RDC. C'est clair. C'est comme les Américains soutiennent tous les États en Asie qui peuvent les aider à démembrer la Chine. C'est écrit dans la géopolitique américaine, c'est écrit comme démarche politique. C'est une démarche. Et on met la science pour accompagner ça. C'est une démarche. C'est un objectif militaro-géopolitique. Maintenant, on dit aux scientifiques, travailler pour justifier ça et que ça aboutisse. Donc, tout cet état qui est autour là, non pour un seul but que de contrôler la RDC. C'est-à-dire on doit s'en servir à tout moment comme levier de chantage pour faire pression sur la RDC. Voilà pourquoi M. Kagame peut faire tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, il a jusqu'aujourd'hui des avions d'école de RDC portant les matières premières et atterrissent au Rwanda. Et jusqu'aujourd'hui. C'est normal ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, ce président, pour qui j'ai du respect en passant, peut être l'homme le plus riche de son pays et même de l'Afrique. Donc s'il y avait tout ça,
hein, on dit qu'il ne touche pas l'argent de son pays. Mais il prend ailleurs. Si on peut dire que bon, ceux qui l'entourent ne touchent pas l'argent de leur pays, ils prennent ailleurs. Ça c'est normal? C'est pas normal. J'ai beaucoup de respect pour le président Kagame, hein, en passant. Mais ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Mais c'est le deal, c'est le jeu géopolitique. S'il ne fait pas ça demain, on va prendre un opposant dans son pays pour le renverser. C'est dramatique, mais c'est la situation. Nous devons combattre ça par tous les moyens possibles. La CPI et la déclassification des archives. Anatole nous a dit qu'il faut qu'on fasse pression. Oui, je suis d'accord, c'est tout à vrai. Mais, quelle est la situation des archives? Voyez la Côte d'Ivoire, c'est un procès là maintenant. On peut me dire que bon, il n'y a pas un procès concernant le génocide rwandais à la soi-disant CPI là. Cette cour de criminalité internationale. Mais il y a un procès sur la Côte d'Ivoire qui est encore là. Vous avez entendu qu'on a demandé aux Français de classifier les archives sur Bouaké. Les 9 Français, c'est 9 ou 7, c'est 9 non? Les 9 soldats prétendument tués par Gbagbo. On a déclassifié ça. Pourquoi? À l'heure où nous parlons, nous avons été les premiers à dire que c'est les Français qui ont tué leurs soldats pour mettre sur le dos de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait ça partout en Afrique. Les gens ont dit non, ce sont les anti-français. Alors nous parlons actuellement en France. On a commencé à ouvrir un peu ce dossier. Et tous les éléments reconnus par les Français aujourd'hui disent que tout concourt, tout démontre que non, le président Gbagbo n'y est pour rien. Ce sont les Français qui ont tué les soldats. Mais il y a deux personnalités impliquées à un niveau très élevé pour ne parler que de ça. De Villepin et Alliot Marie. Qui va venir faire un procès à M. de Villepin? Qui ferait un procès à Alliot Marie? C'est venir faire le procès de la France à Mondovision. C'est cela qu'il s'agit. Donc, on ne déclassifie pas. On va essayer de négocier, comme d'habitude, comme on a en train de faire, comme on a fait entre le Rwanda et la France. Ils vont essayer de négocier pour que la vérité ne se sache pas. C'est aussi l'enjeu de la détention du président Gbagbo, là-bas. Il est libre. C'est aussi l'enjeu, et je salue le fait qu'il n'a pas cédé jusqu'à présent. Mais c'est l'enjeu de tout. C'est l'enjeu même de la succession en Côte d'Ivoire. Hein. C'est ce que je viens de vous dire là. Ne pas soulever ce dossier-ci, que personne ne parle de ça. L'affaire des 9 soldats, qui a permis à la France de justifier le crime des crimes qu'elle a commis en Côte d'Ivoire. Mais vous ne voulez pas la CPI lever cette affaire-là. On n'en parle pas. Madame Bensouda le sait. D'abord, comment est-ce qu'elle le fait? Parce que Madame Bensouda, son mari est le proche collaborateur du roi du Maroc. Lui-même est parti parmi ceux qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur gagne les marchés de gré à gré au Maroc. En Côte d'Ivoire, quand les marchés, ça pas d'affaires de 100 millions. Hein. C'est les marchés, ça commence par le milliard. Le mari de Bensouda. Et sa femme juge. À la Cour pénale internationale. Non, elle juge Gbagbo. Il faut dire ça. Elle juge le président Gbagbo à la Cour pénale. Voilà, donc pour dire que je terminerai en revenant sur la brillante démonstration d'Anatole, ici, quand il parle de l'arbitrage de la terreur. C'est quand même terrible. Mais oui, c'est ce qu'ils font. Arbitrer la terreur. Bon, peut-être ils ne voulaient pas le dire, par gentillesse, par élégance diplomatique. Non, ils organisent la terreur. Et ils arbitrent la terreur. Ils l'organisent à la base et l'arbitrent à la fin. Ils organisent au départ. Messieurs, si on voyait d'ailleurs les images, Bertrand Tatinda, de ces, il faut le dire, crânes. Il y a d'ailleurs des milliers et des milliers de crânes. Jusqu'à preuve de contraire, l'ONU nous a fait savoir que lors des 100 jours de ce génocide, entre le 6 avril 1994 jusqu'en juin 1994, 100 jours seulement, 1 200 000 personnes sont tombées. Ben, moi je suis clair. L'Afrique, pour une fois, l'Union africaine n'a aucune responsabilité dans le génocide du Rwanda. Je suis clair. Oui. Pour moi même, c'est ce que je peux appeler du révisionnisme. Aucune responsabilité. Aucune, mais vraiment aucune. Je m'explique un peu. En 1994, quelle est la situation politique dans les pays africains? Tous les chefs d'État vivent un véritable chaos social au sein de leur État. Organisé par l'Occident. Organisé par qui? Après la 1990, France, l'Angleterre, les États-Unis. Véritable chaos. On estime qu'ils ne sont légitimes en rien, que ce sont des voyous. On est à la mode de ce qu'on appelle les conférences nationales. C'était quoi les conférences nationales? Qui était derrière les conférences nationales? Paris. Qui instrumentalisait les conférences nationales? Au Congo, c'était un chef-d'œuvre d'insulte au président Sassou. D'ailleurs, j'ai suivi une interview du président Sassou qui m'a fait rire.
Il expliquait que sa femme était au bord des larmes. Elle lui expliquait que, mais regarde ce que ce monsieur dit. Il mangeait ici il y a 2 semaines. Comment il peut expliquer qu'on boit du sang? Il expliquait qu'ils veulent la conférence nationale, ils veulent la démocratie. Voilà la démocratie. Des officiers venaient le voir. C'est le père de l'armée moderne du Congo, avec Marien Gwabi. Il dit que, mais président, il faut arrêter ça. Ça n'a plus rien de politique. Il dit que non, il faudra qu'on aille jusqu'au bout. On l'a vécu au Cameroun. Les cartons rouges, les cartons jaunes, les cartons jaunes, les villes mortes, le pôle Biamosgo. Il n'y avait pas les interférences étrangères derrière ces acteurs-là. Je suis bien placé. Il n'y avait pas des gens qui criaient. Le président Banakani avec ses 17-18 ans. Lui, c'était le dindon de la farce. Il était dans la rue. Il lançait les cailloux. Il allait en prison, chicotait dans les commissariats. Des gens ne négociaient pas la nuit. Paris n'était pas derrière cette histoire. C'est ce que va vivre l'Afrique. Ça fait que les représentants qui étaient à l'Union africaine, les Africains ne les reconnaissaient même pas. Mais sauf que l'Afrique va faire un coup de génie. Parce que l'Afrique va être à la base de 2 accords, Arusha 1 et Arusha 2. Ces accords n'étaient pas parfaits. D'ailleurs, j'ai souvent des désaccords avec le président Badakani sur comment je vais dire l'essence de Arusha. Mais au moins, Arusha va arrêter la guerre au Burundi. Arusha va arrêter la guerre au Rwanda. Et qui va être en quelque sorte les promoteurs de Arusha 1? Julius Nyerere, qui peut mettre en cause la haute valeur morale, la grandeur de ce monsieur, Julius Nyerere. Walimo. C'est lui qui va amener Arusha 1. On va interférer dans le problème. On va le saboter. Les grandes puissances vont en quelque sorte sur le terrain, véritablement, déconstruire Arusha. Il va partir. Mais il va solliciter Mandela. Mandela va venir terminer Arusha 2. C'est même quoi Arusha? C'est une petite ville de Tanzanie où Mandela va dire allons négocier là-bas. C'est l'arbre à palabre. Arusha, c'est l'arbre à palabre. Mandela fera partir tous les observateurs internationaux, c'est-à-dire le représentant de l'Union européenne, le représentant de l'ONU. Et ils vont s'enfermer à Arusha. Et Mandela mettra, comment je vais dire, que son honorabilité en jeu et dit que nous ne sortons pas d'ici sans arracher Arusha 2. C'est-à-dire que c'est Mandela qui va arracher Arusha 2. Arusha 2 va produire la première élection entre guillemets démocratique au Burundi qui va apporter Melchior Dadaï, qui sera assassiné encore quelque temps après par un monsieur Bouyouya, instrumentalisé par la Belgique, soutenu par la Belgique. Arusha va mettre un partage de pouvoir avant le génocide. Avant le génocide au Rwanda en 1994, eh bien, il y a une assemblée consultative où vous avez les représentants officiels du FPR. Le FPR est à Kigali. La sécurité du FPR doit être assurée. Arusha met des quotas. On peut crier aujourd'hui, mais il fallait véritablement, c'est-à-dire qu'une représentation des Tutsis qui avaient les armes, soutenue par Washington. Et d'ailleurs, Abrahimana considéré comme le plus grand malhonnête. Et non, il était modéré, lui. Parce que c'est sa bonne volonté, il va demander même, à comment je vais dire que, à l'aile radicale, où tout qu'on ne peut plus continuer, on a qui en face, on a les États-Unis, il faut négocier, c'est quand même nos frères. Il faut négocier avec eux. Et c'est lui qui va paraphrer pour la première fois Arusha 1, il va paraphrer Arusha 2, dont les extrémistes vont estimer que, mais mon ami, ça c'est un vendu. Il faut l'abattre. Donc la France va donc utiliser ces extrémistes aussi, pour véritablement l'abattre. Donc, vous voyez donc que Arusha, s'il n'y avait pas eu des interférences étrangères, en quelque sorte, Arusha aurait pu, ne serait-ce que, comment je vais dire, amener ces pays à se reconstruire, à s'asseoir sur la même table. Arusha aura ce mérite-là. Oui. C'est l'Union africaine. Pendant ce temps, qu'est-ce que cette Union africaine pouvait faire quand la France va faire voter l'opération turquoise et venir armer les génocidaires? L'ONU ne va voter aucune résolution. Ils vont se contenter de dire que, prenez les photos, faites des rapports. Je vais plus loin, je fais une analogie avec le problème libyen. Vous ne savez pas qu'il y a une médiation africaine, conduite par le président Sassou et un pénal des chefs d'État. Qu'est-ce qui se passe? On mis à côté. Il n'y a pas des interférences étrangères. Demain, qu'est-ce que vous direz? Oh non, l'auteur de l'Union africaine. Vous ne savez pas qu'il y a une interférence, qu'il y a une médiation connue, claire, avec un médiateur connu, le président Sassou Nguesso. Désigné par l'Afrique. Désigné par l'Afrique. Et le mieux, d'ailleurs, il va le dire à chaque fois, que moi, le président Sassou, nous qui sommes ici, le président Issoufou, le président Déby, un certain nombre, on n'a pas intérêt à votre pétrole. On vous parle en frère. Il va sortir même des phrases et des canaux diplomatiques pour parler en français facile. Et dire que c'est l'arbre à palabre. Négocions. Vous êtes des frères. L'Afrique a même une position claire de dire qu'on ne peut pas aller
à une élection, à une rédaction de constitution, sans avoir rassemblé tous les enfants du pays et négocié. Elle n'est pas crédible, la position africaine, mais sauf que l'Afrique n'a pas de moyens. L'Afrique n'a pas de moyens militaires, l'Afrique n'a pas de droit de veto, l'Afrique n'a pas de bombe atomique. Ah oui! Ah oui, pourquoi ça ne se passe pas en Corée du Nord? Vous croyez qu'il n'y a pas des antagonistes en Corée du Nord? Ah oui, parce que lui, quand il teste sa bombe H, vous avez les vibrations jusqu'au Texas. Et Washington comprend que il est très turbulent. On peut brailler sur les plateaux de télévision, mais n'allons pas plus loin. Mais l'Afrique n'a pas ça. L'Afrique n'a pas le droit de veto. L'Afrique n'a rien du tout. Mais l'Afrique a une position des plus, des plus logiques. Donc voilà ce qui va entraîner en quelque sorte la mort. Donc il n'y a aucune responsabilité en quelque sorte de l'Afrique dans le génocide rwandais. Et c'est ce que la France veut faire. Vous avez un voyou, excusez mon langage et mon vocabulaire, excusez-moi, quand je suis en collège j'ai du mal à me retenir. Hubert Védrine. Il ne voulait pas reconnaître que c'est un génocide. Au début il disait des tueries de masse. Hubert Védrine, il était secrétaire général de l'Élysée. Ce voyou existe. Il anime des think tanks. Les think tanks réfléchissent. Ils réfléchissent à quoi? Regardez dans quel état est la France et l'Union européenne. Voilà déjà, je tiens à vous dire que même pour faire admettre en France que c'était un génocide, c'était une bagarre, la France ne voulait pas reconnaître que ce soit un génocide parce on indexait sa responsabilité directe. Et vous avez encore des hommes politiques en France qui estiment, vous avez encore des hommes politiques en France, véritablement, qui estiment que génocide, qui l'appellent génocide en fait de bout des lèvres. Alors que c'est quoi? S'il y avait un mot dessus de génocide, eh bien on désignerait ça, on désignerait ça. Donc voilà ce qu'on essaie d'établir généralement à chaque fois, c'est-à-dire d'indexer les responsabilités africaines. Non, pour une fois, vous savez, je suis très dur avec l'Union africaine, très dur. D'ailleurs, pour moi, il faut reconstruire l'Union africaine, pas cette Union africaine-là. C'est-à-dire qu'il faut voir véritablement comment on peut bâtir en fait une nouvelle union politique et monétaire et même véritablement un assemblage d'États. Mais pour une fois, on a eu des aînés, on a eu des patriarches véritablement qui, à partir des petits moyens qu'ils avaient, de la petite crédibilité, parce que quand ils allaient négocier, eh bien, Paris, Washington, Londres, agitaient les foules en leur disant que c'est la démocratie, ce sont des voyous, ils ne peuvent rien négocier, ils ne valent rien, ce sont des dictateurs, ils ont volé tout l'argent du pays. C'était ça les conférences nationales. Venir expliquer que la colonisation, les processus de décolonisation, le pillage des multinationales, ça n'a rien à voir. Ce sont les dictateurs. Bokassa, c'était un voleur. Sassou Nguesso, c'était un voleur. La famille Bongo, c'était un voleur. Mais c'est ces familles qui signaient les contrats. Ils ont indexé un contrat. Comment vous utiliser le contrat signé par un voleur, par un bandit? Total est né de quoi? Des contrats de vol. Total n'a que volé. À un moment donné, c'était 60% de chiffre d'affaires de Total. Première entreprise publique française. Elf. Ah oui, il s'appelait Elf. La France n'a même plus voulu assumer, comment je vais dire, cette honte. Une petite entreprise privée qui avait 1 milliard de capital en moins va absorber une mastodonte qui était la première entreprise publique française. Les économistes m'ont expliqué que M. Tatinda, ça ne peut pas se faire. Vous savez, quand on apprenait la soustraction 2 moins 9, cela ne se peut pas. Cela ne se peut pas en économie. Vous ne pouvez pas avoir 1 milliard de capital en moins et vous absorbez une mastodonte. Non, c'est-à-dire que vraiment, nous pouvons tout simplement demander en quelque sorte aux Africains aujourd'hui, comment je vais dire que de pouvoir bâtir des unions politiques. Aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est irréversible. Albert Anatola, ici, vous avez suivi les uns les autres, jusqu'à preuve de contraire. On appelle à la conscience des Africains, parce qu'à un moment donné, d'après tout ce que vous expliquez depuis ce matin, c'est qu'on passe toujours par l'ethnie, le tribalisme, pour créer justement le chaos dans les pays africains. Je parle bien sûr des Occidentaux. En dépit de l'accord du Grand Futagenda, je voudrais insister et préciser que l'Union africaine a une responsabilité morale, pas politique, morale par rapport au génocide rwandais, parce que vous ne pouvez pas être acteur politique et observer sans rien dire. Lorsque vous observez sans rien dire, ça veut dire que vous êtes complice. Mais on vous demande qu'ils ont dit. Non, il fallait au moins on que... On te dit qu'ils avaient une position, qu'ils ont même négocié un accord. Attendez. Il fallait au moins que... Même s'il s'agit d'une condamnation de circonstances, comme ça a été le cas. Comme ça a été le cas avec ce qui se passe aux États-Unis. Oui. Avec c'était la première fois que j'entends l'Union africaine donner un peu de la voix.
par rapport à ce qui se passe outre-Atlantique ou Quand tu concernes le Covid-19, je n'ai pas encore entendu de voir, mais bon, allez-y. C'est même en revenant d'une négociation interafricaine que l'avion est abattu. Ce qu'on dit, Justement, il revient d'une négociation interafricaine en Afrique du Sud. C'est quand il revenait. Où le président burundais est convoqué avec le président rwandais et il n'y a aucun représentant de l'Union africaine et de l'ONU. C'est-à-dire c'est Mandela qui convoque une réunion interafricaine. Le 6 avril 1994. Voilà. Donc on ne peut pas dire ce sont les faits. Disons que maintenant, ceci étant dit, vous savez, nous avons toujours, nous n'avons fait que ça. C'est-à-dire, nous parlons notre part, les autres doivent faire leur part. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans le cadre de cette tribune ce matin que beaucoup de téléspectateurs ne connaissaient pas. Et il est important que, vous posez souvent une question qui paraît anodine, mais qui a un sens fondamental. Qu'est-ce qu'on fait? Justement, tout à l'heure, on va revenir à cette question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on prend d'abord acte du fait que, que ce soit les accords d'Arusha 1 ou 2, c'est pas respecté au Rwanda. Au moment où nous tenons ce plateau, c'est pas respecté. Et il est possible que le fait que ces accords ne soient pas respectés ne serait que partiellement, ça peut encore être un vecteur d'une crise. Tout à fait. Ça, c'est important. Je dis ça peut. J'utilise bien mon mot. C'est même à la cause. Ça peut. Parce que, très souvent, lorsque l'impérialisme occidental arrive sur le continent africain, qu'est-ce qu'il fait? Il divise pour mieux régner. Il vous met en conflit. Et très souvent, il utilise justement les acteurs locaux. Tout à l'heure, le grand frère Tachina a évoqué le cas d'un homme politique camerounais qui agite l'épouvantail de la tribu. Et là, ils sont justement sur l'épouvantail de la tribu. Ils ont essayé cela en 92 avec Francis Cook à l'époque. Ils ont constaté que non, on peut s'insulter entre Cameroun, mais quand il y a déjà un élément extérieur, on change de langage. On change de posture. Ils ont réussi cela en Côte d'Ivoire relativement. Ils ont réussi cela en Libye. Ils ont réussi là où il n'y a pas un ancrage culturel bien structuré. Or, au Cameroun, ce qui sauve certainement le Cameroun, c'est notre métissage culturel. Nous avons connu les maquis. Et notre mémoire historique, d'après. Oui, nous avons connu les maquis, donc nous ne pouvons plus tomber dans ce genre de choses. Oui. C'est ça qui sauve le Cameroun. Sinon, on aurait connu le même sort que d'autres pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est fondamental que les autres, c'est-à-dire nos compatriotes, c'est-à-dire pas les Africains, d'une manière générale, comprennent que ces gens-là, ils ne nous aiment pas. Les Occidentaux, ils ne viennent que sur le continent africain pour le cobalt, le coltan, l'or, le diamant, le bois, tout ce que vous voulez. Et comme le Cameroun est l'un des pays les plus riches du monde, rien, en dehors de l'autre là, en dehors de tous ces intérêts-là, de nos ressources naturelles, ils ne nous aiment pas du tout. Et il est également important que nous soyons solidaires dans l'adversité. Parce que j'ai constaté, ça a été le cas dans la crise libyenne, où nous avons vu un pays africain carrément donner sa voix pour qu'on aille bombarder la Libye. Dans le quitus, c'était l'Afrique du Sud. Pour qu'on aille bombarder la Libye. J'ai trouvé cela scandaleux. Moi, je pense que... Qui est l'Afrique du Sud? Et ça pose un problème. Mais qui est l'Afrique du Sud? Moi, je pense... Non, le fait, même c'est symbolique. Même c'était symbolique. Non, je veux dire qui est le pays réellement. Ça appartient à qui? Voilà. Donc, moi, je pense que... Dans tous les cas, l'Afrique du Sud est située sur le continent africain. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. Ceci étant, je crois, à mon sens, que au-delà des questions de géopolitique que relevait tout à l'heure le président Banda Kane, je pense également qu'il faut une révolution. Il faut une révolution. Je ne sais pas du de révolution, ça dit une révolution mentale, il faut le dire. Mentale, une révolution psychologique, une révolution historique, une révolution peut-être politique. Mentale, ça il faut bien le préciser. Absolument. Donc je pense qu'il faut cette révolution-là parce que... Et cette révolution passe, et j'insiste là-dessus également, par l'éducation, non seulement de notre jeunesse, c'est-à-dire l'éducation politique, mais surtout qu'on enseigne à notre jeunesse l'histoire de notre continent, de nos héros, de nos martyrs. On ne doit pas enseigner à notre jeunesse l'histoire des autres. Ça, c'est important. Et ils ont compris qu'en enseignant à notre jeunesse, à nos enfants, notre histoire, ça va créer des conflits. Et il y aura une prise de conscience. Et il faut absolument qu'il y ait cette prise de conscience. Et je crois que ce qui est en train de se faire, parce qu'il ne faut pas qu'on ait une colonisation continentale, c'est-à-dire que
Vous avez le Rwanda qui va faire ses emplettes du côté de la RDC. Vous avez le Tchad qui va faire ses courses du côté de la République centrafricaine. Non, ça ne doit pas se fonctionner comme ça. Donc il faut qu'il y ait une intégration continentale pour que... Et surtout, il ne faut pas que je reste l'occasion pour en parler. Oui. Je trouve quand même anormal qu'une organisation continentale soit financée par les éléments extérieurs, c'est-à-dire la Russie, les États-Unis, l'Union européenne. Tout comme je trouve incongru que les États-Unis soient deuxième actionnaire à la Banque africaine de développement. Je trouve cela inacceptable. Président Badakani, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En quelques secondes, tout simplement. Non, on fait ce que nous on fait depuis. Vous faites comme si on ne faisait rien. Le mouvement panafricaniste que nous animons, oui, c'est la révolution. Nous, on fait la révolution. Bon, ceux qui attendent ça d'une autre manière, peut-être ça viendra des anges. Nous, on est dans la révolution. Directement. Et les fruits sont là. Depuis 10 ans, nous faisons la révolution. On a révolutionné l'espace africain et même mondial avec un discours qu'on n'a pas entendu depuis 50 ans sur le continent. Oui. Nous avons posé sur la table les vrais débats. Nous avons pris des risques extraordinaires pour mettre sur la table les vrais débats, affronter ce qui était tabou et déchirer ça. Les résultats sont là. Le président Gbagbo, Blé Goudé libre, le franc CFA. On a prononcé le raison funèbre par un président français, alors que hier, il y a eu des guerres civiles, on a tué 22 présidents, on a massacré des gens, coupé la tête des intellectuels, qui osaient seulement se lever cette affaire. Il faut rappeler ça. Et aujourd'hui, les perspectives monétaires de l'Afrique, en général, et de l'Afrique centrale, sont prometteuses. Bref, ça ne ressemblera pas à ce qui était hier dans le passé. Lutter contre le tribalisme, c'est pas avec des cantations. Hein. On parle de cantations. C'est pas le moralisme. Et les Blancs le savent, l'Occident le sait. Vous ne luttez pas contre le tribalisme s'il n'y a pas une modification de votre économie. Ils le savent. Dans les rapports secrets occidentaux, on sait que les pays africains ne sont pas gouvernables. Et que n'importe quel chiffon qu'on peut agiter peut mettre le feu. Parce que il y a la pauvreté qu'on a généralisée partout. Ils le savent. Ils le savent. Je terminerai en disant que je suis d'accord avec... Anatole ici. Sache-le mon frère, on est d'accord. Parce que il insiste sur une chose qu'il ne faut pas négliger. L'émergence en Afrique des classes sociopolitiques dangereuses. Oui. Je prends un cas, je termine par là. Bon, on va dire qu'il y avait créé un incident diplomatique. Mais je dis la vérité. Quand vous voyez comment le président Ouattara est arrivé au pouvoir, vous ne pouvez pas faire comme si il n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe dans son pays. Et il n'est pas le seul. Bertrand Tassina, vous également pour sortir de cette édition. Il faut redéfinir en fait notre relation avec la France. Parce que quand vous regardez véritablement des champs où il y a eu le feu en Afrique, ce pays n'est jamais bien loin. Je donne quelques exemples. La Côte d'Ivoire, la Libye, Rwanda-Burundi, la RCA, le Mali, la guerre du Biafra, le Tchad dans ses multiples déstabilisations. Mais au Tchad, on va juger un acteur, Hissène Habré. Où était Jean-Christophe Mitterrand? Les services secrets américains, les services secrets soudanais. Pourquoi vous prenez le patriarche Hissène Habré, vous le jugez? Lui, c'était un voyou, c'est pas un ami Hissène Habré. J'aime même pas à défendre ce monsieur. Mais il était seul. Voilà pourquoi il va jurer que je ne parle pas. Je me tais. Merci beaucoup, monsieur. Président Badakani, merci d'avoir été là ce matin pour cette édition de J'ai apprécié la musique. Hein. Ouais. Parce qu'on attend des musiciens, parce qu'on a au Cameroun, pas les Richard Bona et tous ces charlatans, n'est-ce pas, qui remplissent la scène. Bertrand Tassina, merci également d'avoir été là ce matin. Très belle musique de ce jeune petit Marseillais. Soprano, oui, musicien marseillais. Je crois que je vais me trouver en parent comorien. Très intéressant. Ouais. Très intéressant. Albert Anatole ici, merci également d'avoir été là ce matin. Écoutez, le plaisir est le mien. Messieurs, mesdames, c'est ici que ça sève cette autre édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, le désespoir est le compagnon de celui qui ne peut exprimer sa peine lorsque son seul ami, son compagnon ou sa mère n'est plus là pour l'écouter. Mais n'oubliez surtout pas, l'amour est une chose certaine, seulement quand elle arrive. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Restez sur notre chaîne, l'information y en continu. Bonne journée et à demain. S'il vous plaît.